Alors, comment faire un château fort en ville? Pour ça... Je vais te faire un dessin. Après, attention, ça va être ultra simplifié, donc... Je te prie d'excuser l'aspect rudimentaire de cette maquette, mais... Oui, je sais, Doc, elle est pas à l'échelle. Mais ça ira quand même. Bon. Alors, ça, c'est le mur d'enceinte de la ville. Ici, l'une des tours de cette enceinte, qui s'appelait la tour du sel. Là, nous avons les douves du mur d'enceinte, et on va en profiter pour mettre un petit peu d'herbe. Pour symboliser l'intérieur de la ville, on va mettre du gris. Bon, voilà, on a posé le décor de départ. Maintenant, passons à la construction du château en lui-même. D'abord, on commence par creuser les fondations du château et également ce qui deviendra les douves. Alors les douves c'est bien pratique parce qu'en plus de maintenir d'éventuels malandrins à distance, il n'est plus question d'arriver au pied des murs avec des échelles. Pas d'échelle. Quant aux tours de siège, tout habillés de peau de cochon pour les inifugés, ça aurait été littéralement les jeter dans les douves. On a dû la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées. Bref, on débute la construction par la première tour à l'intérieur des remparts de Dijon pour éviter que le chantier ne finisse par se faire attaquer par l'extérieur. Cette tour-là, on l'appellera la tour Saint-Bénigne parce qu'elle est orientée vers la cathédrale Saint-Bénigne. 1 an et demi de boulot quand même, pour 24 mètres de haut. Et comme vous pouvez le voir, les murs ne manquaient pas d'épaisseur. Pour faire de tels murs, en simplifiant une fois de plus, la technique consistait d'abord à construire 2 murs, puis à remplir le milieu de gravats et de mortier. C'était pas du placo-plâtre quoi. Surtout que, à sa base, la tour s'élargit, lui offrant ainsi une meilleure stabilité, d'autant plus qu'elle va finir par être plongée dans les douves au final. L'architecture circulaire de la tour est elle-même pensée pour faire disparaître tous les angles morts, tout en faisant disparaître les points faibles que représentait la maçonnerie d'une tour carrée. En effet, il y avait qu'à taper dans les angles. De plus, dans le meilleur des cas, cette architecture circulaire pouvait même faire dévier les projectiles. Il faut dire que l'art de la polyurcétique poursuit son évolution. Si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. En effet, l'art du siège voit l'évolution des projectiles qui ne sont plus de simples gros cailloux lancés par des trébuchets ou autres sympathiques couillards, mais bel et bien par des boulets tirés par des canons. Et ces mêmes boulets pouvaient même être en fonte. Sachant que la densité d'un boulet de fonte est 3 fois supérieure à celle d'un boulet de pierre, eh ben, les canons devinrent de plus en plus petits, et donc de plus en plus transportables, chose dont Dijon fera plus tard les frais. La construction du château se poursuit avec l'érection d'une 2e tour circulaire, la tour Notre-Dame, parce qu'elle est en direction de Notre-Dame. Oui, on s'est pas trop ennuyé pour les noms. Ces 2 tours dont je vous cause seront ensuite liées l'une à l'autre par un mur qui sera agrémenté d'une porte forte, équipé d'un pont-levis tout à fait spécial dit à flèche. Alors pour faire simple, le pont-levis à flèche, c'est un pont-levis à relèvement instantané. Pas besoin de s'y mettre à plusieurs pour tirer sur des chaînes autour d'un rouleau pendant des heures pour relever un pont de 200-300 kg, non. Là on a trouvé un truc beaucoup plus efficace et simple. On a mis au-dessus du pont-levis 2 grandes poutres, qu'on appelle donc des flèches, et au bout de chacune de ces 2 poutres, on a mis un contrepoids de pierre. Ce contrepoids fait presque le poids du pont-levis, il y manque juste le poids d'un soldat. Donc en cas de pépin, le soldat n'a qu'à s'agripper à la chaîne des passants du contrepoids prévu à cet effet, et alors là, vous avez 200-300 kg de pont-levis qui se soulèvent instantanément, protégeant ainsi votre château de visiteurs inopportuns. Au nom de la loi, ouvrez! Après, prenez bien en compte que ce pont-levis se trouvait à plusieurs mètres de haut. Pourquoi? Nous allons y venir. Parce que je dois vous spécifier une autre petite chose par rapport à ce fameux pont-levis. Figurez-vous qu'il faisait partie donc d'une porte fortifiée, qui était un véritable bâtiment en lui-même et qui servait, devinez à quoi? Eh bien, tout simplement de tôle. Ce qui faisait que la structure donnait les chocottes aussi bien d'un point de vue pratique que psychologique. Parce que, d'un point de vue pratique, ce joli mur, agrémenté d'une porte fortifiée reliant les 2 tours, est régulièrement percé de bouches à feu, qui sont des ouvertures pour ni plus ni moins que l'artillerie lourde. Foutez le feu! Mais là où l'aspect politique devient beaucoup plus visible, c'est que par la suite, devant cette structure, on construit un petit fort, comme Fort Boyard, mais coupé en 2, quoi. Cette structure en fer à cheval est appelée un boulevard. Surprenant, je sais, cela vient du fait que, quand des siècles plus tard les villes raseront ces structures devenues inutiles pour faire de larges voies de circulation, le terme militaire moyenâgeux se transforma, devenant alors le synonyme de tout axe de circulation majeur dans une ville. Mais revenons au boulevard du Moyen-Âge, si vous le voulez bien. Cette structure n'est accessible par l'extérieur que par un unique pont fixe, le boulevard possédant sa propre porte fortifiée. Il est pensé pour offrir une défense supplémentaire au château, car il faut bien se rendre compte que ce fer à cheval est un petit fort en lui-même, hérissé de canons et de postes d'arquebusiers.
Ainsi, il est conçu pour défendre non seulement l'enceinte en construction, mais aussi les tours. Le tout sachant que les tours ne se jetteront pas pour protéger le fer à cheval de toutes leurs arquebuses et leurs canons, secondés par le mur d'enceinte. Le petit must, c'est que ce fer à cheval est lui-même détaché de ce qui deviendra l'enceinte du château. L'enceinte peut donc littéralement larguer le fortin en un instant grâce au pont à flèches expliqué plus tôt. Du coup, même si le boulevard venait à être pris par les assaillants, ils ne pourraient toujours pas accéder à l'enceinte du château, et ce, tout en essuyant encore et toujours les tirs d'arquebuse venus des tours et du mur d'enceinte. Enfin, pour ça, il faudrait déjà réussir à prendre ce fameux fer à cheval, et quand on voit la puissance de feu qu'il a à lui seul, je vous laisse imaginer quand il est secondé par les tirs venus du château. C'est là le génie de la défense active des châteaux philippiens. Chaque structure s'entraide et s'adapte à l'évolution de la situation. Bref, on voit bien qu'il y a largement de quoi arrêter les Suisses et les teutons enragés. Oui, sauf que cette structure est orientée non pas vers l'extérieur de la ville et la frontière, mais vers l'intérieur de la ville. C'est d'ailleurs le nom qu'on lui a donné, le boulevard de la ville. Bref, vous vous trouvez donc face à l'expression architecturale de la volonté de paix sociale du roi de France. Le message de Louis XI aux Dijonnais est on ne peut plus clair. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des Bourguignons, vous êtes des Français. Et le boss, c'est moi. Alors, faites pas chier.